Le lendemain matin, la lumière grise de l'aube filtrait à travers les rideaux usés de son petit appartement de banlieue. L'humiliation de la veille pesait encore lourdement sur les épaules d'Élise, un poids presque aussi tangible que la fatigue qui collait à ses membres. Chaque respiration sifflante de Léo, endormi dans la chambre voisine, était un rappel brutal de ses responsabilités et de sa précarité. Elle se leva, prépara un petit déjeuner simple et vérifia le niveau de l'inhalateur de son fils. Presque vide. Elle grimaça en pensant à la facture de la pharmacie. Le billet de 50 € qu'Antoine lui avait jeté au visage était posé sur le comptoir, la narguant. Avec un soupir de dégoût, elle le glissa dans son portefeuille. Elle avait besoin de cet argent, et cette pensée lui donnait la nausée. Lorsqu'elle arriva à l'hôtel pour son service du midi, une atmosphère étrange régnait. Ses collègues évitaient son regard, murmurant entre eux dès qu'elle passait. Son manager, M. Dubois, un homme habituellement juste mais craintif de sa hiérarchie, l'appela dans son bureau. Son visage était fermé, mal à l'aise. « Élise, asseyez-vous », dit-il sans la regarder. Il tourna l'écran de son ordinateur vers elle. C'était une page Instagram, celle de Sophie Leroy. Une story montrait la scène de la veille. Le champagne renversé, le chaos, mais le montage était habile et cruel. On ne voyait pas Antoine la bousculer. On voyait seulement Élise, l'air perdu, faisant tomber le plateau puis ramassant les débris comme une mendiante. La légende disait « Soirée incroyable, malgré un service un peu maladroit. Leroy Industries / Success Story. » Des centaines de j'aime et des commentaires moqueurs défilaient en dessous. « Antoine Leroy a appelé ce matin, » continua M. Dubois, la voix plate. « Il s'est plaint de votre comportement, de votre manque de professionnalisme. Il a dit que vous aviez l'air instable. Il a menacé de retirer tous les événements de son entreprise de notre hôtel si vous restiez. » Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il m'a poussé, c'était intentionnel. » Sa voix tremblait de colère et d'injustice. M. Dubois soupira, l'air vaincu. « Élise, je vous crois, mais c'est la parole d'une serveuse contre celle du plus gros client de l'hôtel. Je n'ai pas le choix. Je dois vous laisser partir. Faites vos affaires, s'il vous plaît. La paye de votre dernière semaine sera virée sur votre compte. » C'était tout. En moins de 5 minutes, sa vie venait de basculer. Antoine ne s'était pas contenté de l'humilier. Il venait de lui couper les vivres, la laissant seule face aux factures et à la maladie de son fils. Les jours qui suivirent furent un brouillard de désespoir. Élise passa des heures à postuler en ligne, mais le monde de la restauration à Paris est petit. La rumeur, sans doute alimentée par Antoine, semblait l'avoir précédée. Personne ne la rappelait. Les lettres de rappel pour le loyer s'accumulaient. Une après-midi, alors que Léo faisait une sieste agitée, Élise se sentit complètement submergée par le sentiment d'échec. Pour se donner une contenance, pour se raccrocher à quelque chose de solide, elle ressortit la boîte à chaussures. Elle serra la vieille montre dans sa paume, le métal froid contre sa peau moite. C'était un geste de désespoir, une tentative de puiser de la force dans le dernier vestige de l'homme qui l'avait, croyait-elle, trahi de la manière la plus cruelle qui soit. Chaque tic-tac silencieux de l'aiguille et des secondes semblait compter les moments qui la séparaient d'une catastrophe imminente. Soudain, un bruit rauque et sec brisa le silence de l'appartement. Une quinte de toux venant de la chambre de Léo, puis une autre, plus profonde, plus effrayante. Élise se précipita au chevet de son fils. Le petit garçon était assis dans son lit, le visage pâle, les lèvres légèrement bleutées, luttant pour chaque bouffée d'air. La crise d'asthme violente et soudaine était de retour. « Maman, j'arrive pas, » allaita-t-il, ses grands yeux remplis de panique. Élise attrapa l'inhalateur sur la table de nuit et le secoua. Rien. Un son creux et vide. Son cœur se glaça. Elle avait oublié de le renouveler, trop préoccupée par la perte de son travail. La panique la submergea. Elle devait aller à la pharmacie de garde, mais son portefeuille était presque vide. Elle se connecta à son application bancaire sur son téléphone, priant pour un miracle. Le message s'afficha en rouge vif. Solde actuel, 3,20 €. C'était une condamnation. Les larmes brouillèrent sa vue. Il n'y avait qu'une seule solution, la plus humiliante, la plus douloureuse de toutes. Elle devait appeler Antoine. Tremblante, elle composa son numéro. Il répondit après une éternité, sa voix agacée. « Quoi encore? J'espère que ce n'est pas pour te plaindre de ton licenciement, tu l'as bien cherché. » Élise ravala sa fierté, le goût amer de la bile dans sa gorge. « Antoine, s'il te plaît,
C'est Léo. Il fait une crise terrible, je n'ai plus de ventoline et je n'ai pas d'argent. J'ai besoin de 50 € juste pour la pharmacie. Je te les rendrai. Je te le jure. Un silence. Puis le rire froid et méprisant de son frère. 50 €? Et puis quoi encore? Ce n'est pas mon problème si tu es incapable de gérer ta vie et la santé de ton gamin. Mon père a été bien trop généreux avec toi toute sa vie. Il est temps que tu apprennes à te débrouiller seul. Ne m'appelle plus jamais pour ça. Et il raccrocha. Élise resta figée, le téléphone collé à son oreille, le bip-bip-bip de la ligne coupée résonnant comme le glas de ses espoirs. Elle se sentit sombrer, mais le sifflement de la respiration de Léo la ramena à la réalité. Elle ne pouvait pas abandonner. C'est alors que son regard tomba sur la montre de son père, toujours posée sur la table. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était de l'or. Peut-être qu'elle pourrait en tirer quelque chose. N'importe quoi. 20 €, 30 €, assez pour l'inhalateur. Sans plus réfléchir, elle enveloppa Léo dans une couverture, le prit dans ses bras et sortit dans la nuit froide, se dirigeant vers la seule boutique de prêteurs sur gage encore ouverte dans son quartier. L'homme derrière le comptoir grillagé examina la montre avec un air dédaigneux. « C'est du plaqué-or, madame. Très usé. Le mécanisme est basique. Je peux vous en donner 10 €, pas plus. » 10 €. C'était à peine assez. Le désespoir la fit acquiescer. Alors que le prêteur sur gage commençait à rédiger un reçu, un vieil homme qui attendait son tour s'approcha doucement. « Excusez-moi, jeune femme, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Cette montre, elle a appartenu à Jean-Pierre Leroy, n'est-ce pas? » Élise se retourna, surprise. L'homme avait un visage doux et des mains tachées d'encre. « Oui, c'était mon père, » murmura-t-elle. L'homme sourit tristement. « Je le savais. Je suis Monsieur Bernard, j'étais son notaire. Enfin, son ancien notaire. Votre frère m'a remplacé juste après... Enfin, vous savez. » Il y avait une hésitation dans sa voix, une lueur étrange dans son regard. « Ne vendez pas cette montre pour 10 €. C'est une insulte à sa mémoire. Votre père y tenait plus qu'à tout. Il disait toujours qu'elle contenait son bien, le plus précieux, son véritable testament. » Élise fronça les sourcils, confuse. « Son testament? Mais le testament a été lu. Il m'a tout retiré. » Monsieur Bernard secoua la tête, l'air grave. « Les documents officiels peuvent parfois cacher la vérité, disons. » Jean-Pierre était un homme prudent. Il se méfiait de beaucoup de monde vers la fin, même de son propre fils. Il jeta un regard nerveux autour de lui. « Écoutez, je ne peux pas en dire plus ici, mais regardez attentivement cette montre. Votre père aimait les énigmes. Il disait que la vérité résiste à l'épreuve du temps. » Sur ces mots, il sortit un billet de 100 € de sa poche et le tendit à Élise. « Prenez ça, pour votre fils. Ne me remerciez pas, considérez cela comme une dette envers votre père. Et s'il vous plaît, ne dites à personne que nous nous sommes parlé. » Avant qu'Élise ne puisse réagir, il avait disparu dans la rue. Abasourdie, elle acheta les médicaments pour Léo, le cœur battant à tout rompre. De retour à la maison, une fois son fils enfin apaisé et endormi, elle examina la montre sous la lumière crue de la cuisine. Le véritable testament de son père, une énigme? C'était insensé. Pourtant, les paroles du notaire résonnaient dans sa tête. Il se méfiait de son propre fils. Poussée par une intuition qu'elle ne s'expliquait pas, elle chercha une petite fente sur le côté du boîtier. Avec la pointe d'un couteau de cuisine, elle fit levier. Le dos de la montre s'ouvrit avec un petit clic. À l'intérieur, il n'y avait pas de mécanisme complexe, mais une minuscule carte mémoire, une micro SD, logée dans un compartiment secret à la place de la pile. Son souffle se coupa. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Elle n'avait pas de lecteur de cartes, mais son vieux téléphone en avait un. Avec des doigts tremblants, elle inséra la petite puce noire dans la fente de son appareil. Une notification apparut à l'écran. « Nouveau stockage détecté. Ouvrir? » Elle appuya sur l'écran, le cœur au bord des lèvres. Un seul fichier apparut. Une vidéo. Le nom du fichier lui glaça le sang. Pour Élise, ma véritable volonté. Elle ne le savait pas encore, mais en cliquant sur ce fichier, elle s'apprêtait à déclencher une guerre dont elle ne soupçonnait ni la violence ni l'issue. Son doigt tremblait au-dessus de l'écran, une hésitation d'une seconde qui semblait durer une éternité. Puis, elle appuya. Le visage de son père apparut, emplissant le petit rectangle lumineux. Il n'était pas l'homme fort et souriant de ses souvenirs, mais une version amaigrie, fatiguée, assise dans son bureau familier. La date incrustée dans le coin de la vidéo indiquait qu'elle avait été filmée 3 jours seulement avant sa mort.
Sa voix, bien que faible, était chargée d'une urgence et d'un amour qui transpercèrent le cœur d'Élise. « Élise, ma chérie, commença-t-il, regardant droit dans l'objectif comme s'il la voyait. Si tu regardes ceci, c'est que le pire est arrivé et que mon lâche fils a mis son plan à exécution. Je suis désolé, tellement désolé. Antoine, il a changé. La cupidité l'a rongé. Il m'a présenté un testament, profitant de ma faiblesse, de ma maladie. Il m'a menacé, Élise. Il a menacé de t'éloigner de moi, de monter un dossier pour te faire passer pour une mère instable et te retirer la garde de Léo si je ne signais pas. » Les larmes coulaient silencieusement sur les joues d'Élise. Son père continua, la voix brisée. « J'ai signé ce faux document pour vous protéger, toi et mon petit-fils. Mais mon véritable testament, celui qui te lègue la moitié de l'entreprise et la maison familiale, est en sécurité. Il est chez Maître Bernard, mon notaire de toujours. Cette vidéo est ta preuve. Montre-la lui. Il sait quoi faire. Ne laisse pas Antoine détruire tout ce que j'ai construit. Surtout, ne le laisse pas te faire croire une seconde que je ne t'aimais pas plus que ma propre vie. Tu es ma plus grande fierté. Prends soin de Léo. Je t'aime. » La vidéo s'arrêta. Le silence dans la pièce était assourdissant. La tristesse qui avait accablé Élise pendant des mois se mua en une fureur froide et pure. Chaque humiliation, chaque mot cruel d'Antoine, chaque nuit d'angoisse n'était pas le fruit du hasard ou d'une décision paternelle, mais les pièces d'un plan diabolique. Il n'avait pas seulement volé son héritage, il avait sali la mémoire de leur père et utilisé son propre petit-fils malade comme une arme de chantage. La peur qui la paralysait depuis des semaines la quitta, remplacée par une détermination de fer. Elle n'était plus une victime. Elle était la fille de Jean-Pierre Leroy, et elle allait se battre. Le lendemain matin, après avoir déposé Léo à l'école, elle trouva les coordonnées du cabinet de Maître Bernard en ligne. Elle prit rendez-vous, sa voix étonnamment calme au téléphone. L'ancien notaire la reçut dans un petit bureau rempli de livres, son visage bienveillant empreint d'une profonde tristesse. Élise lui montra la vidéo sur son téléphone. Il hocha la tête lentement, sans surprise. « Je m'en doutais, dit-il. Votre père m'avait prévenu. Il m'a confié l'original de son véritable testament signé et daté bien avant le faux. Le problème, Élise, c'est que le document d'Antoine a été officiellement enregistré. Pour l'annuler, cette vidéo est un début formidable, mais nous devons prouver l'intention de nuire et la fraude de manière irréfutable. Nous devons le piéger. » Un plan commença à se former, guidé par la sagesse juridique de Maître Bernard. « Votre frère est arrogant, expliqua-t-il. L'arrogance mène aux erreurs. Il doit se sentir intouchable en ce moment. Il va flamber l'argent, se vanter de son succès. Nous devons documenter chaque faux pas. » Ce soir-là, Élise mit le plan en action. La première étape était simple et cruelle. Elle créa un nouveau profil Instagram anonyme et commença à suivre Sophie, la femme d'Antoine. Son fil d'actualité était une insulte à la vie modeste d'Élise. Des stories quotidiennes montraient leurs nouvelles acquisitions. Une montre de luxe pour Antoine, un sac à main d'une valeur équivalente à 6 mois de loyer pour Sophie, des dîners dans des restaurants étoilés où un seul plat coûtait plus cher que ses courses de la semaine. Élise faisait des captures d'écran de tout, méthodiquement, classant chaque image dans un dossier sécurisé sur son téléphone. Chaque photo d'un cocktail au bord d'une piscine à Dubaï, chaque vidéo de leur nouvelle voiture de sport rugissant dans les rues de Paris, était une pièce à conviction, la preuve qu'il dilapidait un héritage volé. La deuxième étape était plus risquée. Sur les conseils de Maître Bernard, elle téléchargea une application d'enregistrement d'appels. Puis, elle envoya un simple message WhatsApp à Antoine. « Bonjour Antoine, j'espère que tu vas bien. Je voudrais juste savoir si je peux passer un de ces jours récupérer les derniers albums photos de papa qui sont restés à la maison. » C'était un prétexte innocent, plausible. La réaction ne se fit pas attendre. Moins de 2 minutes plus tard, son téléphone sonna. C'était lui. Elle prit une profonde inspiration et activa l'enregistrement avant de décrocher. « Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans « Ne m'appelle plus jamais » aboya-t-il, sans même un bonjour. « Les albums photos? Tu te fiches de moi? Rien dans cette maison ne t'appartient plus. C'est clair? Si je te vois rôder autour de ma propriété, j'appelle la police et je leur dirai que tu me harcèles. Reste loin de moi, de ma famille et de mon argent, ou je te jure que je m'arrangerai pour que tu ne revoies plus jamais ton gamin malade. Tu as compris? » La menace était claire, directe, et maintenant, elle était enregistrée. « Très bien, » répondit-elle d'une voix qu'elle s'efforça de garder neutre avant de raccrocher, le cœur battant à se rompre.
Elle envoya immédiatement le fichier audio à Maître Bernard, ainsi que la vingtaine de captures d'écran des dépenses extravagantes d'Antoine et Sophie. La réponse du notaire arriva par SMS quelques minutes plus tard. « Excellent travail, Élise, c'est exactement ce qu'il nous fallait. La menace sur votre fils est une erreur capitale de sa part. Continuez à rassembler des preuves. Plus nous en aurons, plus sa chute sera dure. Le moment de la vérité approche. » En lisant ces mots, Élise regarda le dossier sur son téléphone. La vidéo de son père, les photos de la vie de luxe de son frère, l'enregistrement de ses menaces. Ce n'était plus seulement un téléphone, c'était une arme. La peur avait laissé place à une détermination glaciale. Le piège était prêt, et Antoine, dans son arrogance, allait y foncer tête baissée. Les semaines qui suivirent furent un jeu du chat et de la souris, un balai silencieux et mortel. Élise, survivant grâce à de petits boulots de nettoyage payés en espèces et à la discrète aide financière de Maître Bernard, continuait sa surveillance numérique. Chaque story Instagram d'Antoine et Sophie était une nouvelle épingle sur le tableau de leur future chute. Mais Antoine, sentant peut-être une résistance qu'il ne pouvait nommer, décida qu'il était temps de porter le coup de grâce. Il ne voulait pas seulement qu'Élise soit pauvre, il voulait qu'elle soit brisée, anéantie, effacée de la carte. Il voulait la voir à la rue, littéralement. Et il avait trouvé le moyen parfait pour y parvenir. Un matin, on frappa lourdement à la porte de son petit appartement. Ce n'était pas la poste, mais son propriétaire, un homme nerveux qui tordait son chapeau entre ses mains. « Mademoiselle Leroy, Élise, j'ai de mauvaises nouvelles, bégaya-t-il. L'immeuble a été vendu. Le nouveau propriétaire veut... Il veut que tous les locataires partent. Il va faire des rénovations de luxe. Vous avez 1 semaine pour quitter les lieux. » 1 semaine. Le mot tomba comme une lame de guillotine. « Vendu? Mais à qui? » demanda Élise, le cœur glacé. Le propriétaire ne put soutenir son regard. À une société d'investissement, contrôlée par Leroy Industries. Le piège venait de se refermer. Antoine n'avait pas seulement acheté un immeuble. Il avait acheté le droit de la jeter dehors, elle et son fils malade. C'était le summum de la cruauté, un acte civil qu'il dépassait l'entendement. Le jour de l'expulsion fut un cauchemar éveillé. 2 déménageurs impassibles mettaient ses maigres possessions dans des cartons sur le trottoir, sous le regard curieux des voisins. Léo, terrifié, s'accrochait à sa jambe, son petit corps tremblant. C'est alors qu'une voiture noire et brillante se gara juste devant. Antoine et Sophie en sortirent, habillés comme pour une séance photo. Sophie tenait son téléphone, filmant la scène avec un sourire carnassier. « Alors, Élise, on déménage ?» lança Antoine, sa voix portant dans toute la rue. « J'ai pensé que l'endroit avait besoin d'un petit rafraîchissement. On ne peut pas laisser la racaille d'évaluer le quartier, n'est-ce pas? » Il fit un geste dédaigneux vers les meubles usés d'Élise sur le trottoir. « Regarde-moi ça, Sophie. C'est pathétique. On dirait une vente de charité. » Élise sentit les larmes monter, mais cette fois, elles étaient différentes. Elles n'étaient pas seulement des larmes de douleur, mais des larmes de rage calculées. Elle devait jouer son rôle jusqu'au bout. « Antoine, je t'en supplie, » sanglota-t-elle, se forçant à paraître brisée. « Ne fais pas ça. Pense à Léo, il est malade. Où allons-nous aller? » Son jeu était si convaincant qu'Antoine savoura chaque seconde de sa fausse supplication. « Ce n'est plus mon problème, » dit-il froidement. « Tu aurais dû y penser avant de... Eh bien, avant d'être toi. » Sophie ricana en zoomant sur le visage en larmes d'Élise pour sa story. « Attends 1 seconde, » dit Élise, sa voix brisée. « L'inhalateur de Léo, je crois que je l'ai laissé sur sa table de nuit. Laisse-moi juste le récupérer. Ça ne prendra qu'un instant. » Antoine haussa les épaules, magnanime dans sa victoire. « Sois. Mais fais vite, ta présence contamine l'air. » C'était l'ouverture qu'elle attendait. En montant les escaliers, elle activa discrètement l'enregistrement vidéo sur son téléphone. Dans l'appartement vide, elle ne se dirigea pas vers la chambre de Léo, mais vers le salon. Elle cala le téléphone derrière un vase resté sur une étagère, l'objectif pointé directement vers la porte d'entrée où Antoine et Sophie se tenaient, baignés de lumière. Puis elle alla dans la chambre, attrapa le véritable inhalateur et attendit, retenant son souffle. En bas, croyant qu'elle était hors de portée de voix, Antoine se pencha vers sa femme. « Tu vois, chérie, c'est comme ça qu'on écrase un insecte, » dit-il en riant. Sophie gloussa. Le regard sur son visage, inestimable. Elle a vraiment cru que papa l'aimait. Le vieil homme était tellement sénile à la fin, il aurait signé n'importe quoi. Lui faire croire qu'on s'en prendrait au gamin pour qu'il signe ce testament, un coup de génie de ta part, mon amour. Antoine bomba le torse. «
Il fallait bien ça. Partager 50 millions avec cette bonne à rien? Jamais de la vie. Maintenant, tout est à nous, et elle n'a plus rien, même pas un toit. Élise redescendit, le visage toujours baigné de larmes. Elle passa devant eux sans un mot, récupéra son téléphone sur l'étagère comme si de rien n'était, et rejoignit son fils sur le trottoir. Antoine lui jeta un dernier regard méprisant avant de monter dans sa voiture et de démarrer en trombe. Elle était seule, au milieu de ses cartons, sans abri. Pour n'importe qui, elle était l'image même de la défaite. Mais à l'intérieur, un feu glacial brûlait. Une fois dans la chambre d'un motel miteux payé avec ses dernières économies, elle s'assit sur le lit et visionna la vidéo. C'était parfait. L'aveu complet, clair, indiscutable. La confession de la fraude, du chantage, de leur cruauté, le tout enregistré avec leur visage souriant en gros plan. C'était la pièce finale, la clé de voûte de son dossier. Elle transféra immédiatement la vidéo sur un cloud sécurisé, avec tous les autres fichiers. Puis, elle envoya un message à Maître Bernard. « Je l'ai. L'aveu complet. Ils sont finis. » La réponse fut instantanée. « Parfait. J'appelle le juge demain matin. Le conseil d'administration de Leroy Industries se réunit dans 2 jours pour valider la nouvelle stratégie d'Antoine. C'est là que nous frapperons. » Élise regarda son fils endormi, enfin paisible. Elle caressa ses cheveux. Ils avaient tout perdu aujourd'hui. Leur maison, leurs souvenirs. Mais ils avaient gagné quelque chose de bien plus précieux. La certitude de la justice. Elle se leva et regarda par la fenêtre la ville qui s'illuminait. Antoine et Sophie devaient être en train de célébrer leur victoire finale, buvant du champagne dans leur manoir. Ils la croyaient détruite, éliminée. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de signer leur propre arrêt de mort. Le masque allait enfin tomber, et la chute serait vertigineuse. Les 48 heures qui suivirent furent les plus longues et les plus étranges de la vie d'Élise. Tandis qu'elle et Léo vivaient dans l'anonymat d'une chambre de motel impersonnelle, le monde d'Antoine et Sophie n'était qu'une célébration ininterrompue. Sur Instagram, Sophie documentait leur triomphe avec une frénésie narcissique. Une story les montrait trinquant au champagne sur la terrasse de leur manoir avec la légende « À un nouveau départ et à l'élimination des énergies négatives. Success, Power Couple, Leroy Legacy. » Une autre montrait Antoine au téléphone, l'air important, avec le commentaire « Mon mari, en train de finaliser la plus grosse restructuration de l'histoire de l'entreprise. Un vrai visionnaire, comme son père. » Chaque publication était un coup de poignard pour Élise, mais aussi une brique de plus ajoutée à leur prison de mensonges. Elle sauvegardait tout, son dossier numérique devenant une chronique accablante de leur arrogance. Le soir précédant le conseil d'administration, Antoine et Sophie organisèrent un dîner impromptu avec quelques amis proches et des investisseurs potentiels. L'ambiance était euphorique. Antoine, le verre à la main, se pavanait dans son salon. « Demain, c'est une formalité, » se vantait-il. « Le conseil va valider mon plan à l'unanimité. Nous allons vendre la branche historique de l'entreprise, celle qui tenait tant à cœur au vieil homme. Trop de sentimentalisme, pas assez de profit. Avec le capital, nous allons investir dans la tech, dans des start-up. C'est l'avenir. » Un des invités demanda, un peu hésitant, « Et votre sœur, j'ai entendu dire qu'elle traversait une période difficile. » Antoine eut un sourire cruel. « Ma sœur? Disons simplement qu'elle a choisi une autre voie. Elle n'a jamais eu l'ADN d'une Leary. Certains sont faits pour diriger, d'autres pour servir. C'est la dure loi de la vie. » Sophie ajouta avec un rire cristallin. « La dernière fois que je l'ai vue, elle était entourée de cartons sur un trottoir. C'était d'un tragique. J'ai presque eu envie de lui donner une pièce. » Les invités rirent, mal à l'aise pour certains, complices pour d'autres. Ils ne se doutaient pas que chaque mot prononcé dans cette pièce scellait un peu plus leur destin. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, l'atmosphère était radicalement différente. Dans la chambre de motel, Élise était en visioconférence avec Maître Bernard sur une tablette sécurisée. L'écran était partagé en deux, montrant son visage déterminé et celui calme et rassurant du vieux notaire. « Tout est prêt, Élise, » dit-il. « J'ai obtenu une ordonnance du juge en référé. Elle gèle tous les actifs d'Antoine et de la société en attendant l'audience. Je l'ai dans mon porte-document. Nous la signifierons juste après la présentation de la vidéo. » Il poursuivit, un léger sourire aux lèvres. « J'ai aussi pris la liberté de contacter un vieil ami de votre père, M. Delcourt. Il siège au conseil d'administration. Il a toujours eu des doutes sur la soudaine prise de pouvoir d'Antoine.
Je lui ai simplement dit que des révélations importantes seraient faites durant la réunion et de s'assurer que personne ne puisse couper la projection. Il nous attend. Le plan était méticuleux, chaque détail pensé pour un impact maximal. L'assistant de Maître Bernard serait en attente, prêt à lancer la vidéo sur le projecteur de la salle de conférence à son signal. Après l'appel, Élise s'assit sur le lit à côté de Léo, qui coloriait tranquillement un dessin. Il leva les yeux vers elle. « Maman, est-ce qu'on va bientôt retrouver une maison? » La question dans son innocence renforça la résolution d'Élise. « Oui, mon chéri, très bientôt. Une belle maison, celle que papy voulait pour nous. » Elle sortit la vieille montre de son père de son sac. Elle ne la quittait plus. C'était son talisman, le symbole de la vérité qui allait éclater. Elle se remémora les mots de son père dans la vidéo, sa voix pleine d'amour et de regret. Demain, elle n'allait pas seulement se battre pour de l'argent ou une maison. Elle allait se battre pour son honneur, pour la dignité de son fils, et pour restaurer la véritable volonté de l'homme qu'on avait trahi. Elle reçut un dernier SMS de Maître Bernard. « Dormez bien, Élise. Demain, la justice ne sera pas aveugle. Elle aura une caméra et un micro. » Le matin du grand jour se leva, gris et frais. Élise choisit ses vêtements avec le soin d'un soldat préparant son uniforme. Pas de luxe, mais une dignité sobre. Un pantalon noir, un chemisier blanc simple et une vieille veste de tailleur qui avait appartenu à sa mère. Elle se regarda dans le miroir. La femme fatiguée et craintive avait disparu. À sa place se tenait une femme dont le regard brûlait d'une flamme froide. Elle déposa Léo chez une voisine de confiance du motel, une mère célibataire comme elle qui avait compris sa détresse sans poser de questions. Puis, elle rejoignit Maître Bernard devant l'immense tour de verre et d'acier de Leroy Industries. Le bâtiment qui portait son nom lui semblait étranger, hostile. « Prête ?» demanda le notaire, sa mallette contenant les documents de la victoire à la main. Élise hocha la tête. « Plus que jamais. » Ils entrèrent dans le hall luxueux, leurs pas résonnant sur le marbre. Antoine et Sophie étaient sûrement déjà à l'étage, savourant leur triomphe imminent, ignorant tout de la tempête qui montait vers eux, étage par étage, dans la cabine silencieuse de l'ascenseur. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent en silence, révélant le couloir feutré menant à la salle du conseil. La fête était terminée. Il était l'heure de rendre des comptes. Le couloir menant à la salle du conseil était un long tunnel de silence et de luxe impersonnel. Le tapis épais étouffait le bruit de leurs pas, comme si l'air lui-même était conçu pour absorber toute perturbation. Élise sentait le regard de la réceptionniste, un mélange de pitié et de mépris, la suivre jusqu'à la double porte en bois massif. Pour cette femme, elle n'était qu'une intruse, une anomalie dans ce monde d'argent et de pouvoir. Maître Bernard posa une main rassurante sur son épaule. « Respirez, Élise. La partie la plus dure est derrière vous. » Elle hocha la tête, mais son cœur battait une cadence effrénée contre ses côtes. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'anticipation. À l'intérieur de la salle de conférence, l'ambiance était à l'autosatisfaction. Antoine, debout à la tête de l'immense table en acajou, charmait son auditoire. Des graphiques projetés sur un écran géant montraient des courbes de profit ascendantes, des projections de croissance exponentielle. Les membres du conseil, des hommes plus âgés en costumes sombres, l'écoutaient avec une admiration évidente. Il était jeune, impitoyable, et il leur promettait de l'argent. Que demander de plus? Sophie était assise légèrement en retrait, jouant le rôle de l'épouse dévouée, mais son attention était entièrement tournée vers son téléphone. Elle envoyait des messages à une amie. « Réunion presque finie. Antoine est brillantissime. Je réserve le spa pour fêter ça cet après-midi. On se fait une coupe? » Elle ne voyait pas M. Delcourt, l'ami de Jean-Pierre, qui observait la scène avec un air impassible, ses doigts tapotant nerveusement sur la table. Devant la porte, l'assistante d'Antoine les arrêta. « Monsieur le roi est en pleine présentation. Vous allez devoir attendre. » C'était un dernier petit jeu de pouvoir, une façon de leur rappeler leur place. Ils furent conduits dans un petit salon d'attente vitré, d'où ils pouvaient me voir sans être entendus. C'était parfait. Pendant qu'Antoine continuait son monologue sur la maximisation des actifs, Maître Bernard sortit sa tablette. Il vérifia une dernière fois le dossier partagé sur le cloud, la vidéo du testament, les captures d'écran des dépenses folles, l'enregistrement audio des menaces et la nouvelle vidéo de l'expulsion avec les aveux clairs et nets. Tout y était, classé, prêt à être déployé. Le téléphone d'Élise vibra discrètement. C'était un message de Thomas, le jeune assistant du notaire, qui se faisait passer pour un technicien informatique dans le bâtiment. « Système de projection piraté. J'attends votre signal. Le direct sur YouTube est prêt à être lancé.
Lien envoyé aux journalistes en attente. Élise prit une profonde inspiration. Elle sortit son propre téléphone et regarda la photo qu'elle avait mise en fond d'écran. Léo, riant aux éclats dans un parc, avant que tout ne bascule. C'était pour lui, pour cet éclat de joie dans ses yeux. Elle se remémora le froid du trottoir, l'humiliation publique, le bruit du champagne se brisant sur le sol. Ses souvenirs n'étaient plus des blessures, mais des braises incandescentes qui alimentaient le feu de sa détermination. Elle toucha la vieille montre de son père à son poignet. « C'est pour toi aussi, papa », murmura-t-elle si bas que seul le silence pouvait l'entendre. « Je vais nettoyer ton nom !» De l'autre côté de la vitre, elle vit M. Delcourt croiser son regard et lui faire un imperceptible hochement de tête. Les alliés étaient en place. Le piège était tendu. À l'intérieur, Antoine arrivait à la conclusion de son discours. Et donc, en vendant la division héritage, nous nous libérons du passé pour embrasser un avenir plus rentable. C'est ce que mon père, dans sa grande sagesse, aurait voulu. C'était le mensonge de trop. Au même moment, la porte du salon d'attente s'ouvrit. L'assistante, visiblement agacée, leur fit signe d'entrer. « Monsieur Leroy va vous accorder 5 minutes, pas une de plus. » Lorsqu'Élise et Maître Bernard pénétrèrent dans la salle, un silence surpris s'installa. Les membres du conseil la regardèrent, certains avec curiosité, d'autres avec une gêne évidente. Antoine, lui, afficha un large sourire comme un prédateur voyant sa proie entrer volontairement dans sa cage. Il se délectait de cette confrontation publique qu'il pensait gagner d'avance. « Élise, quelle surprise inattendue !» lança-t-il d'un ton faussement enjoué. « Tu es venu nous servir le café? Je crains que nous n'ayons déjà tout ce qu'il faut. » Quelques rires nerveux parcoururent la salle. Sophie leva les yeux de son téléphone, un rictus de mépris sur les lèvres. Élise ne répondit pas. Elle avança simplement vers la table, son visage un masque de calme serein. Cette tranquillité déconcerta Antoine plus que ne l'auraient fait des cris ou des larmes. Il s'attendait à une scène, à une supplique désespérée. Il ne s'attendait pas à cette force tranquille, à ce regard qui ne sciait pas. Maître Bernard s'installa à côté d'elle, posant sa mallette en cuir sur la table avec un bruit sourd et mat qui résonna dans le silence. Il l'ouvrit lentement, sans précipitation. « Antoine !» commença Élise, sa voix claire et ferme, sans la moindre trace de tremblement. « Tu as raison. Je ne suis pas venu servir le café. » Elle le fixa droit dans les yeux, un regard qui semblait le sonder jusqu'à l'âme. « Je suis venu te servir la justice. » Antoine éclata de rire, un rire un peu trop fort, un peu trop strident. « La justice? Ma pauvre Élise, tu as perdu la tête, la sécurité. Veuillez raccompagner cette femme et son avocat de pacotille. » Mais avant que quiconque ne puisse bouger, Maître Bernard sortit un document de sa mallette et le fit glisser sur la table. C'était l'ordonnance du juge. Au même instant, M. Delcourt se leva. « Je crois que nous devrions écouter ce que Mlle Leroy a à dire. En tant que membre de ce conseil, et en mémoire de son père, je l'exige. » Le spectacle qu'Antoine avait tant attendu allait commencer. Mais il n'en était pas la vedette. Il en était l'accusé. Le défi lancé par M. Delcourt suspendit le temps dans la salle du conseil. Le sourire d'Antoine se figea, se transformant en un masque de méfiance. Il jeta un regard noir au vieil administrateur, mais celui-ci soutint son regard sans ciller. L'autorité naturelle d'Antoine, bâtie sur l'arrogance et l'argent, commençait à se fissurer. « Très bien, » céda-t-il, essayant de reprendre le contrôle. « Puisque M. Delcourt insiste pour que nous perdions notre temps, parle, Élise. Dis-nous ce qui te pèse tant sur le cœur. Mais fais vite. Le futur de Leroy Industries n'attend pas. » C'était l'invitation qu'elle attendait. Elle ne répondit pas directement. À la place, elle se tourna vers l'écran géant où s'affichaient encore les graphiques triomphants d'Antoine. « Avant de parler, dit-elle d'une voix posée, j'aimerais vous montrer quelque chose. Un petit film de famille. » Sur un signal discret de Maître Bernard à son assistant, l'écran changea. Les courbes de profil disparurent, remplacées par le visage fatigué mais aimant de Jean-Pierre Leroy. La vidéo du testament secret commença. Un murmure parcourut la salle. Antoine devint livide. « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Éteignez ça immédiatement » hurla-t-il. Mais personne ne bougea. Les membres du conseil étaient captivés, écoutant la voix de leur ancien patron accuser son propre fils de chantage et de manipulation. Quand Jean-Pierre prononça les mots « Il m'a menacé de te retirer la garde de Léo », un frisson d'horreur parcourut l'assemblée. Sophie, qui filmait la scène avec son téléphone pour une story ironique, laissa tomber son appareil sur la table avec un bruit sec.
La vidéo s'acheva sur le « je t'aime » déchirant du père à sa fille. Le silence qui suivit était lourd, accusateur. « C'est un montage, un faux grossier », balbutia Antoine, le visage couvert de sueur. « Mon père était malade, confus, elle a profité de lui. » Élise ne lui accorda pas un regard. « Un faux? Vraiment? » dit-elle calmement. « Alors peut-être que ceci est un faux également. » L'écran changea de nouveau. Il affichait maintenant la page Instagram de Sophie. Les captures d'écran des dépenses extravagantes défilèrent, une par une. La montre à 50 000 €, le voyage à Dubaï, la nouvelle voiture de sport. « Voilà comment vous avez honoré la mémoire de mon père, » commenta Élise, en dilapidant son héritage, l'argent qu'il a gagné par des décennies de travail acharné. Les visages des membres du conseil se durcirent. Ils étaient des hommes d'affaires et ils détestaient le gaspillage. « Ce n'est pas illégal de dépenser son propre argent, » cria Antoine, sa voix devenant hystérique. « C'est mon héritage. »« Votre héritage ?» rétorqua Maître Bernard en se levant. « Ou le fruit d'une fraude ?» Il fit un autre signe. Le son de la voix d'Antoine emplit la salle, enregistré, métallique, indéniable. « Si je te vois rôder autour de ma propriété, j'appelle la police. Reste loin de moi, de ma famille et de mon argent, ou je te jure que je m'arrangerai pour que tu ne revoies plus jamais ton gamin malade. » L'enregistrement de la menace téléphonique résonna comme un coup de tonnerre. Plusieurs administrateurs se levèrent, le visage empreint de dégoût. Sophie se cacha le visage dans les mains, commençant à sangloter. Mais Élise n'avait pas fini. Le coup de grâce restait à venir. « Vous parlez de famille, Antoine. Vous parlez de protéger votre famille. Laissez-moi vous montrer votre véritable visage. » La dernière vidéo apparut à l'écran. La scène de l'expulsion. On voyait Antoine et Sophie, souriants, triomphants devant l'appartement vide. Et puis, la conversation qu'ils croyaient privée. La voix d'Antoine, claire comme du cristal. « Tu vois, chérie, c'est comme ça qu'on écrase un insecte. » Puis celle de Sophie, encore plus accablante. Le vieil homme était tellement sénile à la fin, il aurait signé n'importe quoi. Lui faire croire qu'on s'en prendrait au gamin pour qu'il signe ce testament, un coup de génie de ta part, mon amour. Et enfin, l'aveu final d'Antoine. Partager 50 millions avec cette bonne à rien? Jamais de la vie, maintenant tout est à nous. Ce fut la fin. La salle explosa. Monstre! Scandaleux! Appelez la sécurité! Non, la police! Les cris fusaient de toutes parts. Antoine, le visage décomposé par la terreur, regarda autour de lui, cherchant une issue, un allié. Il n'y en avait plus. Son monde venait de s'écrouler en direct. Au même moment, les téléphones de tous les membres du conseil se mirent à vibrer. Thomas, l'assistant du notaire, venait de lancer la diffusion en direct sur YouTube et d'envoyer le lien à une liste de journalistes financiers et de contacts influents. Le titre de la vidéo était simple et dévastateur. La vérité sur l'héritage Leroy, le testament caché et les aveux d'Antoine Leroy. En quelques minutes, le nombre de spectateurs passa de quelques dizaines à des milliers. Les commentaires défilaient à une vitesse folle. Sache justice pour Elize. Le PDG de Leroy Industries est un criminel. Quelle honte! Le scandale n'était plus confiné à cette pièce. Il était devenu viral. Antoine tenta de s'enfuir. Il bouscula sa chaise et se précipita vers la porte, mais deux agences de sécurité, appelées par M. Delcourt, lui barrèrent le passage. Il était piégé. Maître Bernard s'avança et posa l'ordonnance du juge sur la table, devant le visage défait d'Antoine. Antoine Leroy, au nom de la loi, tous vos biens personnels et ceux de la société sont gelés avec effet immédiat. Vous êtes sous le coup d'une enquête pour fraude, extorsion et menace. Sophie, en entendant le mot « gelé », laissa échapper un cri d'agonie, non pas pour son mari, mais pour son style de vie qui venait de s'évaporer. Élise, elle, ne bougeait pas. Elle se tenait droite, regardant son demi-frère, non plus avec haine, mais avec une sorte de pitié froide. Il n'était plus un monstre tout-puissant. Il n'était qu'un petit homme pathétique, pris dans les filets de sa propre cupidité. M. Delcourt se tourna vers Élise, sa voix grave emplie d'émotion. « Élise, au nom de ce conseil et au nom de la mémoire de votre père, je vous présente nos plus profondes excuses. Nous avons été aveugles. À partir de maintenant, vous êtes la co-dirigeante légitime de Leroy Industries, comme votre père l'a toujours voulu. » Il se tourna vers les autres membres. « Je propose un vote immédiat pour la destitution d'Antoine Leroy de son poste de PDG et la nomination d'Élise Leroy à sa place à titre intérimaire. » Les mains se levèrent une par une à l'unanimité.
Dehors, dans le couloir, les flashs des appareils photo des journalistes commençaient déjà à crépiter. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. La vérité avait enfin éclaté et rien ne serait plus jamais comme avant. La justice était rendue et la chute d'Antoine et Sophie ne faisait que commencer. La chute d'Antoine et Sophie fut aussi spectaculaire et brutale que leur ascension avait été arrogante. La vidéo du conseil d'administration, surnommée en ligne le jugement Leroy, atteignit des millions de vues en moins de 24 heures. Les chaînes d'information en continu tournèrent en boucle les extraits les plus accablants. L'aveu du chantage, le rire cruel de Sophie, le visage décomposé d'Antoine face aux preuves. Le hashtag #Justice pour Élise devint une tendance mondiale. Leroy Industries, autrefois un symbole de réussite, devint du jour au lendemain synonyme de fraude et de cruauté familiale. L'action en bourse s'effondra, perdant 60% de sa valeur avant que la cotation ne soit suspendue. Le procès qui suivit fut rapide et sans pitié. Les preuves étaient si accablantes qu'Antoine n'eut d'autre choix que de plaider coupable pour fraude, extorsion et parjure. Il fut condamné à 7 ans de prison ferme. Sophie, jugée pour complicité, s'en sortit avec une peine de prison avec sursis et une amende colossale qui la laissa ruiner. Le divorce fut prononcé avant même le verdict final. Elle quitta le pays, changea de nom et disparut dans l'anonymat, son compte Instagram supprimé, sa vie de luxe réduite à un souvenir amer. Leur manoir, leur voiture, leur montre, tout fut saisi pour rembourser les dettes et les dommages et intérêts. Leur monde de champagne et de mensonges s'était évaporé, ne laissant derrière lui que la honte et les barreaux d'une cellule. Pour Élise, la vie reprit ses droits, mais d'une manière qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. En tant que nouvelle dirigeante de Leroy Industries, sa première décision fut radicale. Elle annula la vente de la branche historique de l'entreprise et, avec l'aide de M. Delcourt et des membres du conseil repentis, elle lança un plan de restructuration basé sur les valeurs de son père: l'éthique, l'innovation et le respect des employés. Elle réembaucha les salariés qu'Antoine avait licenciés sans ménagement et instaura une nouvelle culture d'entreprise. Loin d'être la « bonne à rien » que son frère décrivait, elle se révéla être une leader née, dotée d'une empathie et d'une vision qui sauvèrent l'entreprise du naufrage et la rendirent plus forte et plus respectée que jamais. Elle quitta le motel miteux pour s'installer dans la maison familiale, celle où elle avait grandi, celle que son père lui avait léguée. Chaque pièce était remplie de souvenirs heureux et elle s'attela à en créer de nouveaux avec Léo. La santé de son fils s'améliora de façon spectaculaire. Libéré du stress et de la précarité et bénéficiant des meilleurs soins médicaux, ses crises d'asthme s'espacèrent jusqu'à disparaître presque complètement. Son rire résonnait de nouveau dans les couloirs, le plus beau des dividendes pour Élise. Elle ne s'arrêta pas là. Avec une partie de sa fortune retrouvée, elle créa la Fondation Jean-Pierre Leroy, une organisation venant en aide aux parents célibataires victimes d'injustices familiales et financières, leur offrant un soutien juridique et psychologique gratuit. L'histoire d'Élise, celle de la serveuse devenue PDG qui avait fait tomber un tyran, devint une source d'inspiration. Netflix produisit une mini-série à succès sur son combat et elle fut invitée à donner des conférences dans des universités du monde entier, non pas pour parler de business, mais de courage, de résilience et de la puissance de la vérité. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, le contraste est saisissant. Antoine est un prisonnier anonyme qui reçoit rarement des visites. Sophie travaille comme vendeuse dans un pays lointain, son visage autrefois célèbre, désormais oublié. Élise, quant à elle, est à la tête d'une entreprise florissante et d'une fondation qui a déjà aidé des centaines de familles. Elle n'a jamais cherché la vengeance, seulement la justice. Et dans ce processus, elle a trouvé bien plus qu'un héritage. Elle a trouvé sa force, sa voix et sa véritable place dans le monde. La vieille montre de son père est désormais exposée dans son bureau, non pas comme un bijou, mais comme un mémorial, un rappel constant que le bien le plus précieux n'est pas l'argent, mais l'amour et l'intégrité. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille.
car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera droit au cœur.